En 1886, un étranger sur 2 vivant en France était belge. Pas 1 sur 10, pas 1 sur 5, 1 sur 2. Ils étaient 482 000 cette année-là. La ville de Roubaix comptait 55% de Belges. À Halluin et à Oisem, ils étaient 75% de la population, 3 habitants sur 4. C'est la plus grande immigration de l'histoire de France et la plus ancienne. Des millions de Français ont des Flamands ou des Wallons dans leur arbre généalogique. Et personne n'en parle. Pas de quartier belge, pas de mémoire, pas de commémoration. Sans les noms restés dans les annuaires et sur les monuments aux morts du Nord, plus personne ne saurait qu'elle a existé. Voici les 15 noms belges qui sont partout en France. Le vôtre en fait-il partie? Abonnez-vous, activez la cloche et restez avec moi. Numéro 1. Vandam, 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 du néerlandais Vanderdam, de la digue. Et il faut comprendre ce que ça veut dire dans un pays comme la Flandre. La digue, ce n'est pas un détail de paysage. C'est ce qui sépare la terre de la mer. C'est la chose qui décide si votre village existe ou s'il est sous l'eau. Habiter près de la digue, c'était une adresse, mais c'était aussi une fonction. Quelqu'un devait la surveiller, jour et nuit, et donner l'alerte. C'est aussi, aujourd'hui, l'un des noms flamands les plus connus au monde, grâce à un acteur belge que tout le monde a vu faire le grand écart entre 2 camions. Numéro 2. De Smet, Desmet, Smet, Smits, Desmet. Le forgeron. Vous savez déjà où on va. De Smet en Flandre, Smith en Angleterre, Schmidt en Allemagne, Ferrari en Italie, Ferreira au Portugal, Herrero en Espagne, Kowalski en Pologne, Faure, Fabre et Lefebvre en France. Le même homme, devant la même enclume, dans 8 langues européennes. C'est le métier le plus universellement inscrit dans les noms de famille du continent, et De Smet en est la version flamande. Numéro 3. Vandenberg, Vandenberg, Verberg, Vandenbergen. Vandenberg, de la montagne. Sauf qu'il faut savoir une chose sur la Flandre, il n'y a pas de montagne. Le point culminant de la Flandre belge dépasse à peine 150 mètres. Ce sont des collines si basses qu'ailleurs on ne les remarquerait même pas. Mais dans un pays parfaitement plat, la moindre bosse est un repère absolu. Elle a un nom, tout le monde sait où elle est, et la famille qui vit dessus devient ceux de la hauteur. C'est l'un des noms les plus portés du nord de la France. Numéro 4. Vermeulen, Vandermeulen, Meulemans, Vermeulen. Et ici, il faut expliquer un mécanisme qui gouverne un tiers de cette liste. Le préfixe « ver » dans les noms flamands n'est pas une racine. C'est une contraction. Ver, c'est van der, de là. Donc Vermeulen, c'est van der Meulen, du moulin. Ce qui veut dire que si vous vous appelez Vermeulen, vous portez exactement le même nom que les meuniers, les Dumoulin et les moliniers français. Et que le Müller allemand et le Miller anglais. Le village avait un moulin, et l'homme qui le tenait est devenu un nom de famille dans toutes les langues d'Europe. Numéro 5. De Clercq, De Clercq, Leclerc, Leclerc, De Clercq. Le clerc, c'est-à-dire, au Moyen-Âge, l'homme qui savait lire et écrire. Dans un village où presque personne ne maîtrisait l'écrit, celui qui en était capable était identifié par cette compétence avant toute autre chose. Il rédigeait les actes, tenait les comptes, lisait les documents officiels à voix haute pour les autres. Il avait un pouvoir réel, parce qu'il était le seul à pouvoir vérifier ce qui était écrit. Et regardez la paire. De Clercq est la forme flamande, Leclerc est la forme française. C'est le même nom, le même métier, séparés uniquement par la langue. Les deux sont extrêmement répandus dans le Nord et le Pas-de-Calais, souvent dans les mêmes communes. Numéro 6. De Vos, De Vos, Vos, De Vos. Le renard. C'est un surnom, et un surnom qui dit quelque chose. On n'appelait pas un homme le renard par hasard. Soit il était roux, soit il était rusé, soit il avait la réputation d'être trop malin en affaires. Et contrairement au nom de lieu, un surnom pareil, il fallait le mériter. C'est le cousin flamand direct du français Roux et Leroux, de l'italien Rossi et Rousseau. Numéro 7. De Wulf, De Wulf, Woulaert, De Wulf. Le loup. Encore un surnom d'animal, et encore un nom qui a des frères partout en Europe. Lopez en Espagne et Lopez au Portugal
viennent du latin lupus, le loup. Ozouf et Surcouf en Normandie viennent du norrois ulfr, le loup. Et de Wulf, en Flandre, dit exactement la même chose, en néerlandais. 3 langues sans lien direct. Le même animal, le même choix. Numéro 8, Verhaeghe, Verhaegen, Vanderhaegen, Verhaegen, Vanderhaeg, de la haie. Et pour comprendre pourquoi une haie donne un nom de famille, il faut se rappeler à quoi servait une haie avant les clôtures modernes. C'était la limite, la frontière entre 2 propriétés. Le seul objet du paysage qui disait où s'arrêtait votre champ et où commençait celui du voisin. Vivre à la haie, c'était habiter à la limite, au bord, à l'endroit exact où une propriété s'arrête. Le mot néerlandais Haag est d'ailleurs le même que dans le nom de la ville de La Haye, Den Haag, littéralement La Haye. Numéro 9. De Bruyne, Brunel, De Brun, le brun, celui qui avait les cheveux sombres ou le teint mat. Vous connaissez la famille, Bruno en Italie, Moreau et Morel en France, Moreno en Espagne, Moretti en Italie encore. Dans toute l'Europe, une seule caractéristique physique a produit plus de noms de famille que toutes les autres réunies. La couleur des cheveux. Le brun, le roux, le blanc, le noir. Rien d'autre n'a autant servi à distinguer les gens. Numéro 10. Van Hout. Van Hout, Verhout, Van Hout. Van Hout, du bois. C'est le pendant flamand exact des Dubois, Delbosque et Dubosc français. Et Dubois, rappelez-vous, est le 7e nom de famille, le plus porté de toute la France. Ces 2 noms disent exactement la même chose dans 2 langues, et ils se retrouvent aujourd'hui côte à côte sur les boîtes aux lettres des mêmes immeubles du Nord, sans que personne ne fasse le rapprochement. Numéro 11. Janssens, Janssen, Janssen, Janssens. Le fils de Jan. Jan, c'est l'équivalent néerlandais de Jean, et la terminaison en S marque la filiation, comme le son anglais, le sen scandinave, le EZ espagnol, le S portugais, le ski polonais. C'est le nom le plus porté de Belgique. Et le mécanisme est le même partout. Janssens en Flandre, Janssen aux Pays-Bas, Johnson en Angleterre, Janssen au Danemark, Ivanov en Russie. Le même prénom, le même suffixe, 10 pays. Cherchez aussi Peters, le fils de Pieter, et Maes, et Willems, qui fonctionnent exactement pareil. Numéro 12. Delru, Delerue, Delarue, Delrieux. Et celui-là est différent des autres, parce qu'il n'est pas flamand. Il est wallon. Il veut dire de la rue, en français, la langue de la moitié sud de la Belgique. C'est important, parce qu'on oublie systématiquement une chose. L'immigration belge en France n'était pas seulement flamande, elle était aussi wallonne, massivement. Les mineurs du Borinage et du bassin de Charleroi, francophones, sont venus par dizaines de milliers dans les fosses du Nord et du Pas-de-Calais. Et comme ils parlaient déjà français, ils sont devenus invisibles encore plus vite que les autres. Un Delru de Charleroi, installé à Lens en 1880, ne se distinguait de son voisin français par absolument rien, ni par la langue, ni par le nom. Numéro 13. Déporteur, déporté, Verpoort, Poortman. De Poort, la porte de ville. Le déporteur, c'était l'homme qui gardait la porte de la cité. Il l'ouvrait au lever du jour, la fermait au crépuscule, et contrôlait qui entrait et qui sortait. Une ville flamande fermait ses portes chaque nuit, et c'était lui qui décidait qui restait dehors. Dans les villes fortifiées des Flandres, c'était une position de confiance considérable. Le portier savait tout, qui arrivait, qui repartait, à quelle heure, avec quelle marchandise. Numéro 14. Verstraete, Verstraeten, Vanderstraeten, Verstrepen. Vanderstraat, de la rue, ou plus exactement, de la route pavée. Et il y a un détail magnifique caché là-dedans. Le mot néerlandais Straat, l'anglais street et l'allemand Strasse viennent tous du latin strata, le mot que les Romains employaient pour leur voie pavée. Le français, lui, n'a pas gardé ce mot. Il dit chemin, qui vient du gaulois. Donc si vous vous appelez Verstraet, vous portez le mot romain pour la route, celui-là même que le français a abandonné, un nom flamand, dans le nord de la France, qui a conservé du latin ce que la langue française a laissé tomber. Numéro 15. De Koninck,
De Koninck, Koninx, Konink. Le roi. Personne dans ces familles n'a jamais été roi, bien sûr. Le nom vient soit d'un surnom moqueur, soit d'un homme qui travaillait pour le domaine royal, soit, et c'est l'explication la plus probable dans les Flandres, de celui qui tenait le rôle du roi dans les fêtes du village. Mais il y a un de Koninck que l'histoire a retenu. En 1302, Pieter de Koninck, un tisserand de Bruges, est l'un des meneurs du soulèvement flamand contre la France. Quelques semaines plus tard, à Courtrai, une armée de tisserands, de bouchers et d'artisans flamands écrase la chevalerie française. On a ramassé sur le champ de bataille des centaines d'éperons d'or arrachés aux chevaliers morts, d'où le nom de la bataille des éperons d'or. C'est resté l'événement fondateur de l'identité flamande. Et 6 siècles plus tard, les descendants de ces mêmes tisserands traversaient la frontière pour venir travailler dans les usines textiles de Roubaix. Voilà les 15. Maintenant l'histoire. Tout commence par une catastrophe. Entre 1845 et 1850, les Flandres traversent une crise économique effroyable. L'industrie du lin, qui faisait vivre des régions entières de tisserands à domicile, s'effondre face aux textiles mécanisés. Les récoltes sont mauvaises. La famine s'installe. Des dizaines de milliers de familles n'ont plus rien. Les tisserands, qui travaillaient chez eux sur leur propre métier depuis des générations, perdent d'un coup à la fois leur métier et leur outil. Et de l'autre côté d'une frontière qu'on traverse à pied, il y a des usines qui embauchent. Les chiffres montent alors sans interruption pendant 40 ans. 128 000 Belges en France en 1851, 204 000 en 1861, 347 000 en 1872, 432 000 en 1881, et le sommet en 1886, 482 000. À ce moment-là, ils représentent près de la moitié de tous les étrangers du pays. Ils ne seront dépassés par les Italiens qu'en 1901. Ils vont dans 2 directions, selon leur langue et leur métier. Les Flamands vers le textile, Roubaix, Tourcoing, Halluin, Armentières. Les Wallons vers le charbon et le métal, Lens, Denain, Anzin, Valenciennes. En 1914, les Belges représentent encore 18% de la population du département du Nord, presque un habitant sur 5. Dès 1859, le président du conseil d'administration des mines de Lens le dit sans détour. Le bassin houillé du Pas-de-Calais ne pourra se développer qu'avec les mineurs belges. Et il y a aussi Paris, qu'on oublie toujours. 9 700 Belges dans la capitale en 1851, 45 600 en 1886. Mais cette histoire a une face sombre, et il faut la raconter. Le patronat s'est servi d'eux contre les ouvriers français. En 1884, la compagnie d'Anzin embauche des Belges pour briser une grève. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une pratique. Les Belges acceptent des journées plus longues pour des salaires plus bas. Beaucoup habitent encore en Belgique et rentrent chez eux le soir ou le week-end, ce qui fait que les commerçants français les accusent en plus de ne rien dépenser sur place. Le résultat était prévisible. Le Belge briseur de grève devient une figure au point que Zola l'installe dans Germinal, c'est-à-dire dans le roman que la France entière a lu sur le monde de la mine. On les appelle les Vlaminck. Et la crise économique du milieu des années 1880 met le feu aux poudres. En août et septembre 1892, à Lens, des mineurs belges du Borinage sont chassés au cri de « Abat les Belges ». Puis quelque chose de remarquable se produit. Ils disparaissent. Pas physiquement, ils restent. Mais en 2 ou 3 générations, ils cessent complètement d'être perçus comme étrangers. Et la raison est simple. Ils étaient voisins. La moitié d'entre eux parlaient déjà français. La frontière était à quelques kilomètres, franchissable à pied, sans papier. Ils ne venaient pas d'un autre monde. Ils venaient de l'autre côté d'un champ. Les Italiens ont dû franciser leur nom pour se fondre dans la France. Les Polonais ont gardé le leur parce qu'il était impossible à cacher. Les Belges, eux, n'ont eu à faire ni l'un ni l'autre. Ils se sont dissous sans effort, sans drame, et sans laisser de traces dans la mémoire nationale. C'est pour ça qu'il n'existe aucune commémoration de la plus grande immigration de l'histoire française. Et pourtant elle est là, sous vos yeux, si vous savez regarder. Ouvrez un annuaire de Roubaix, de Tourcoing, d'Halluin, de Lens ou de Denain. Regardez les noms sur les maillots des clubs de football amateurs, regardez les enseignes des commerces. Et surtout, regardez les monuments aux morts.
Sur les monuments de 1914-1918 des communes du Nord et du Pas-de-Calais, à côté des Dupont et des Lefebvre, il y a des colonnes entières de Vandamme, de Vandenberg, de Klerk et de Verhaeghe. Ce sont les petits-fils des tisserands ruinés de 1848. Ils sont morts en soldats français, sous un nom flamand, dans une guerre qui a en partie été livrée sur la terre même que leurs grands-parents avaient quittée 40 ans plus tôt pour trouver du travail. À 2 générations près, ils sont retournés mourir chez eux. Voilà la mémoire qui reste. Elle est gravée dans la pierre, dans chaque village du Nord, et presque personne ne sait la lire. Alors dites-moi, est-ce que votre nom commence par Van, par Ver ou par Deux? Est-ce qu'il est dans cette liste? Écrivez-le dans les commentaires avec votre commune, je lis tout et je réponds. Et si votre nom n'y est pas, écrivez-le quand même. Je vous dis d'où il vient. Abonnez-vous, activez la cloche, et je vous retrouve dans la prochaine.